la ville de Montréal s'est vidée, puis j'étais un des seuls projets qui avait les autorisations pour partir. Un projet de construction de grande envergure, avec du multilogement, des maisons unifamiliales, du jumelé. Il y a même une école primaire. Puis là, on travaille présentement pour rentrer une épicerie, là. Fait que là, ça a bien été. En fait, ça a été super bien. On a toutes eu nos promesses d'achat pour la totalité des terrains, peut-être à 98 là. D'ailleurs, en passant, il me reste un terrain commercial à vendre. Bonjour, ici Maria-Hélène, courtier immobilier commercial chez PMML. Je suis en compagnie de Lucie Lequiliec, ma partenaire d'affaires qui est aussi courtier immobilier commercial. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Yves Trachy de chez TGD Construction. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Ça me fait Yves. plaisir. Donc, pour commencer, je voulais simplement te demander un petit peu ton parcours immobilier. Je sais que tu as bâti plus de milliers de portes en date d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu en es arrivé là, puis où est-ce que tu as débuté? Ben écoutez, j'ai acheté mon premier immeuble 2004-2005, je crois, dans Villeray. OK, il y a 20 ans. J'ai acheté un vieux triplex sur 2 étages, fait que sous-sol et rez-de-chaussée appartenait au propriétaire occupant, puis on avait 2 petits 3,5, 500 pieds carrés de chaque bord là, du mur mitoyen. Puis c'est des apparts de Montréal. Puis ça a été mon premier achat. Fait que j'avais le cash down, blablabla, j'ai payé ça. Je me rappelle à l'époque, j'ai payé ça 300 000 en 2004. Puis j'ai tout refait dessus. J'ai toujours taponné là-dedans. Ma famille, c'est tous des menuisiers charpentiers. Mon père avait des immeubles, mon frère. Fait que moi, j'ai commencé comme ça. J'avais pas d'enfant. J'ai dit à ma blonde, let's go, on fait un move, on le fait. Puis, grosso modo, là, ça a été comme ça. J'ai mis un peu de sous dans le building. Je suis resté dans Villeray jusqu'en 2018, mais entre 2004 et 2018, là, j'ai vu que le marché était bon, puis je faisais un peu de sous avec une autre entreprise. Puis après ça, je n'ai acheté un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. J'achetais des blocs usagés. Là, je bisounais là-dedans, puis je taponnais. À la fin, j'étais capable de faire une salle de bain en 2 jours. OK. Wow! Mais tout coulait. Ça coulait de partout. Pas pratique. J'avais une coupe de plainte. Mais non, au début, c'était ça, là, tu sais, t'as pas d'expérience. Mais tu sais, j'avais de l'aide, puis ça marchait bien, tu sais. Fait que là, à un moment donné, par les années, on tombe en 2013-2014. Mon père avait déjà une entreprise familiale de construction et il y avait déjà beaucoup de portes, il y avait beaucoup de terrain. Il y a une maladie, il décède. Fait qu'il me demande, Yves, est-ce que tu veux acheter l'entreprise? Go, tout de suite, j'ai dit go. J'ai acheté l'entreprise familiale avec mon frère. Et là, on a commencé à s'acheter des terrains à Drummondville, sur l'avenue du Vigneron. On parle de 2015. On a acheté plusieurs terrains pour bâtir plusieurs portes. On a bâti notre parc immobilier, moi et mon frère, avec un autre partenaire. On a bâti peut-être une centaine de portes, on a gardé vendues, là. Mais on a bâti ça en 4-5 ans. On a tout loué, administré, puis on a tout fait nos designs, on a fait nos plans. Vous avez fait le développement vous-même? Au complet, de A à Z. OK. Mais On a coupé les arbres, ces terrains. OK. On a fait de A à Z. Financement, location, construction, les choix de matériaux. C'est toutes nous autres qui avons fait ça. Et au fil des années, ben, j'ai racheté mon frère parce qu'il désirait faire d'autres choses. Moi, j'ai conservé les portes. Suite à ça, j'ai commencé à faire des immeubles, non pas seulement pour moi, mais pour d'autres clients. Les clients m'approchaient, ils ont vu ce que j'avais fait à Drummondville, ils connaissaient la réputation de mon père. Fait qu'au départ, c'était les anciens clients de mon père. Ils s'en venaient eux autres aussi un peu âgés, tu sais. Fait que là, j'ai refait toute la clientèle, j'ai refait le modèle d'affaires de l'entreprise. Au lieu de faire que du service, je voulais plus devenir un développeur. OK. Fait que j'ai commencé à acheter un terrain à gauche puis à droite. J'ai commencé à acheter le terrain, aller me chercher un client pour mettre une bâtisse dessus, ensuite vendre le terrain. Puis j'en gardais peut-être un ratio, j'en faisais 4, j'en gardais un. OK.
J'y allais comme ça. Grosso modo, puis j'ai jamais été un gars qui s'est mis une grosse structure sur les épaules. Là. Mon bureau, il est chez nous. Quand je pogne du trafic, là, c'est parce que j'ai perdu une pantoufle. C'est vraiment comme ça, ma business. Là. Puis je veux pas devenir trop lourd. Là. Je veux pas ça, moi. Là. Quand ça me tente pas de travailler, c'est la décision. Un gros stress. Je pars à mon laptop, là, poc, je le ferme. OK. Puis je dis au monde que je suis en meeting. Tu sais comment vivre, Yves? Ben, tu sais, j'y vais comme ça un peu, là. OK, good. Mais là, il y a eu des belles opportunités qui passaient. Puis là, on est rendu peut-être dans les années 2018, 2019, 2020. Fait que là, je cherchais beaucoup. J'avais un peu de liquidité, puis je cherchais beaucoup à investir dans du terrain. Parce qu'à chaque fois que j'appelais mes clients, mettons, à l'automne, là, quand ça diminue un peu, puis tu veux planifier ton calendrier de l'année suivante, j'appelais tout le temps mes clients, puis là, je leur demandais, écoute, as-tu quelque chose qui s'en vient pour février-mars, quand est-ce que tu creuses? Ils disaient, j'ai des clients à la pelletée, j'ai pas de terrain. Fait que là, parfait, tabarouette, un peu découragé de tout ça. Fait qu'à un moment donné, ma directrice de compte, qui était chez Desjardins, me met en contact avec un propriétaire d'une grande terre à Ottoman Park. Puis elle me dit, Yves, cette terre-là, si tout va bien, elle va être dézonée. Tu vas avoir toutes les autorisations dans je te dirais, une plage de temps de 6 mois à 1 an. On parle de quelle grosseur de terrain exactement? 32 acres, 3,4 millions de pieds carrés, Wow, OK. 350 terrains, environ 900 portes. Fait que là, moi, je saute là-dessus tout de suite. Je fais une offre d'achat, négociation, tout fonctionne, on reçoit les autorisations, bing, bing. J'ai acheté le 13 mars 2020. En fait, j'ai fait la promesse d'achat avec le vendeur le 13 mars 2020. Et ça, c'est la journée qu'ils ont fermé le Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là. Oui, tout à fait. Oui. Fait que là, moi, je sors. Je me rappelle, on a fait ça chez un notaire à Saint-Bruno. Là, je sors du notaire, je me gratte la tête. Qu'est-ce que je viens de faire là? Le Québec était shutdown. Là. Oui, c'est la date officielle. C'est la date officielle. Moi, je rentre chez le notaire, je suis tout content. Parce que là, je pouvais dire à mes clients, cherchez plus de terrain. J'en ai. J'en ai. OK. C'était ça, mon modèle d'affaires. Tu sais, c'est vraiment simple, là. Fait que là, moi, j'ai dit, cherchez plus de terrain, j'en ai. J'y rappelle. Ils disent, c'est correct, t'en as, là, on va s'en rappeler, mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va virer. On va se rappeler, mais que ça semble vouloir se placer, là, ce virus-là. Fait que là, je capote, moi, je suis en train de virer fou parce que c'est un investissement conséquent. Puis le Québec est complètement fermé. Qu'est-ce qui se passe? Puis de l'autre côté, j'ai un vendeur qui, lui, j'ai signé un papier et je dois le respecter. Fait que finalement, on connaît la suite. Il y a la ville de Montréal s'est vidée, puis j'étais un des seuls projets qui avait les autorisations pour partir. Un projet de construction de grande envergure avec du multilogement, des maisons unifamiliales, du jumelé. Il y a même une école primaire. Puis là, on travaille présentement pour rentrer une épicerie. Là. Fait que là, ça a bien été. En fait, ça a été super bien. On a toutes eu nos promesses d'achat pour la totalité des terrains, peut-être à 98 là. D'ailleurs, en passant, il me reste un terrain commercial à vendre. Puis, écoute, ça a été super bien. On a toutes eu nos promesses d'achat à l'intérieur de 1 an. Ça a dû être une de tes meilleures acquisitions à vie. Je peux dire que j'ai été à la bonne place au bon moment. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, il n'y a pas d'autre recette. Là. Qu'est-ce qui a fait qu'il l'a eu? C'est quoi sa formule? J'ai été à la bonne place au bon moment. Des fois, c'est une question de timing, tout simplement. C'est aussi simple que ça, là, mon histoire à moi. Les gens me demandaient, tout le monde me posait, t'es qui, toi? Personne ne me connaît, là. Bien, Yves Trachy, j'ai fait un offre. J'avais un peu de liquidité, puis il y avait la COVID. L'île de Montréal s'est vidée, puis on a tout ramassé. C'est incroyable. C'est aussi simple que ça. Puis à travers ça, faut que tu planifies les rues, faut que tu fasses Hydro-Québec, belle, les infrastructures, aqueducs, pluviales, sanitaires. Tu négocies avec les villes. Ça, c'est très difficile. Là, il y a des démarches à faire, là, bien évidemment. C'est terrible. Mais est-ce que tu as quand même pu faire tout ça malgré que tu as acheté le 13 mars puis tu as dû débuter? Oui. OK. On n'a pas arrêté. Maintenant, on a pris une décision. Tu sais, moi et ma partenaire, on a pris une décision. Est-ce qu'on continue? On avait un due diligence, on pouvait se retirer. Mais moi, je le savais que c'était bon. Je le savais, je l'ai toujours su. Quand tes clients te disent, Yves, trouve-moi des terrains, puis je te donne toutes les constructions que tu veux,
Là, je l'avais, là. Je pouvais pas laisser partir ça. Fait que moi, je me disais, c'est beau, ça va passer, blablabla. La Terre ne peut pas arrêter de tourner, là. Puis, bref. La décision, je l'ai prise, je me rappelle, je l'ai parlé avec ma blonde, qui est la même que il y a 20 ans. Puis elle m'a dit, t'es fou, t'as toujours été fou, suis ton guts, ça va bien aller. Continue à être fou. C'est ça. Puis, mais tu sais, c'était pas fou, c'était juste, quand tes clients te disent, hey, j'ai pas de terrain, mais j'ai plein de clients, mais j'ai pas de terrain. Fait que c'est pas plus compliqué que un ça. service tout inclus, c'est le fun, tu as le terrain, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui développes. Puis il y avait aussi beaucoup de demandes à ce moment-là. Là. Oui, énormément. Puis grosso modo, ben là, tu veux, là, on part la phase 2 et 3 à Audubon Park. On va livrer à peu près peut-être 200 terrains d'unifamiliales jumelés et en rangée. D'ailleurs, les rues sont toutes arpentées. On commence à poser du tuyau la semaine prochaine ou l'autre. OK. Fait que l'école est approuvée à Audubon Park. Est-ce que c'est développé au complet maintenant? Non. Il reste encore pas mal de... Oui. OK. Bien, pas mal. En termes de superficie, c'est 30 On a vu que la première phase, c'est de la haute densité. On parle de 60 développé jusqu'à date en termes de densité de portes. Puis le reste, c'est de la faible densité des maisons. Fait que c'est des plus grands terrains, mais moins de densité. Fait que là, on part ça. C'est quand même, ça a quand même été rapide parce que tu me dis que tu as acheté ça en 2020. On est seulement en 2024. Fait que... Ah, ça a été très rapide. Mais je vais vous dire, ça n'a pas été rapide comme moi je le désirais parce qu'on avait le momentum. Les taux d'intérêt étaient bas. Le contexte économique était parfait. La ville de Montréal se vidait. Les gens ne pouvaient plus faire de ski. Les gens ne pouvaient plus faire de restaurants. La seule chose, c'était rendu un passe-temps à l'immobilier. Fait que moi, j'étais de l'autre bord. On est tous ici. Bien, c'est ça. C'était rendu un peu une mode, l'immobilier, là. Tout à fait. Tu sais, les gens, ils viraient en rond à l'époque. Ils cherchaient des projets. Il y avait beaucoup, tu sais, à un moment donné, quand tu ne mets pas ton cash d'un voyage, tu le mets où? Fait que c'était beaucoup ça, là. Justement, là, on parle de 2021. La conjoncture économique était idéale. Oui. On arrive en 2022. Terrible. La hausse des taux. 2023, ça continue. Un crash monumental. Comment vous avez géré cette... Cash flow. Je le répète, cash flow. Il faut gérer ses liquidités. Il ne faut pas tout dépenser. Tu sais, c'est que de la liquidité. Tu prévois un an à l'avance. OK. Puis au niveau, justement, parce que aussi les coûts de construction ont augmenté. Oui. Donc, comment vous avez... Est-ce que on a vu une adaptation par rapport aux constructions? Est-ce que vous avez dû vous adapter par rapport à ça? Comment vous avez fait pour, justement, relever ces défis-là? Parce que c'est quand même un gros défi. Je vous dirais que le programme SCHL, APH Select Plus est très avantageux, puis une chance qu'il est là, une chance qu'il y a un amortissement, puis qu'il y a des avantages à l'utiliser, parce qu'on n'en serait pas là. Ouais. Moi, j'ai bâti mes immeubles il y a 20 ans, j'étais à 85$ du pied carré. Là, on est rendu entre... là, présentement, une construction de base, d'entrée de gamme, c'est 200 $. Puis une construction moindrement funky un peu, tu es rendu dans les 300, 350. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas APH Select, tu peux pas vraiment t'adapter parce que, tu sais, les corps de métier, ils suivent le marché. Il y a beaucoup de travail encore. Tu sais, même si on pense qu'il y a un certain crash, oui, il y a eu un certain crash, mais il y a encore beaucoup de travail pour tous ces gens-là. Là. Oui, les entreprises ont peut-être passé de 20 employés à 18, mais il y a une autre entreprise qui a ramassé à balle au bond, puis elle est passée de 30 à 35 parce qu'elle fait un autre type d'activité, il y a de la rénovation commerciale. Il n'y a pas un employé qui a perdu sa job. Il y a encore de l'ouvrage. Fait que les prix, il y a encore une pression dessus. Fait que après ça, il faut que tu te dises comment est-ce que le client va être capable de payer. Je vous le dis, là, APH Select, si c'est pas là... Ça nous a tous sauvés, je crois, ben oui. un petit peu. Niveau courtage immobilier aussi, c'est ce qui nous a permis d'avancer malgré la hausse des taux. Je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Fait que merci SCHL pour ce programme. Ben oui, non mais... moi, je fais que du neuf, que du multi. Je suis vraiment pas spécialisé en rénovation. J'ai pas la patience pour...
Je fais très peu de maisons neuves GCR, garantie et GCR. C'est pas mon dada. Je veux pas commencer à faire quelque chose que je connais pas. Fait que moi, c'est pas compliqué. J'ai mes plans, j'ai mon architecte avec qui je travaille depuis de nombreuses années. J'en ai 1 et 2. Je prends les mêmes sous-traitants pas mal tout le temps. Oui, des fois, les clients, ça prend toujours un 2e puis un 3e prix. Puis j'essaie le plus possible de donner un peu d'ouvrage à tout le monde avec ma petite gang. Puis c'est un peu de même que je fonctionne. Puis les gens, ils te font confiance, puis tu travailles tes prix avec le client. Puis il y a une chose aussi que j'essaie toujours de faire, c'est que je ne fais pas de fausses promesses. Si ça coûte 210$ du pied, je n'irai pas dire au client que ça en coûte 140. Puis des extras, j'en veux pas. Mais ça a dû te ralentir quand même, je veux dire, la hausse des taux d'intérêt, ou est-ce que tu as pu quand même garder? OK. On a eu un moment où est-ce que on était inquiets, là. Je vous dirais, je pense que c'est l'été 2022. Printemps 2022, quand on a vu ça monter, autant dans la vente de terrain que dans, je vous dirais, trouver de la job pour faire du multilogement neuf, on est inquiets, là. Là, on le voyait venir parce que c'était trop fou, là. Ça pouvait pas rester comme ça. On le voyait venir. Je pense que les gens qui s'en sont sortis, ils ne se sont pas, mettons, acheté un chalet à Tremblant pendant que c'était la manne, là. Je pense que les gens savaient que tout ce qui monte redescend, là. Un cycle économique, ça monte tout le temps, mais il y a des fluctuations. Puis la plupart des gens que je connais, ils s'en sont bien sortis parce que, justement, ils n'ont pas... comment je pourrais dire? Ils n'ont pas tout dépensé ce qu'ils ont pu faire. Ils se sont gardés un petit coussin pour passer à travers. Fait que, mais oui, c'était pas agréable. C'est ce que j'ai vu, moi aussi, de mon côté, parce que j'ai le plaisir de travailler avec beaucoup de constructeurs aussi. C'est qu'au lieu de finir 2 projets, ils en finissaient un. Peut-être qu'ils vendaient un de leurs terrains pour... Ah oui, liquidité, cash flow. Cash flow, comme tu l'as dit. C'est vraiment... Tu sais, moi, tout dépendant de comment on est organisé, structuré d'une façon comptable, si tu prévois pas, tu sais, t'es fait, là. Même si tu as beaucoup d'actifs, parce que ton actif que tu as présentement, puis que tu pensais vendre facilement avant la hausse des taux, là, tu n'es plus capable de le vendre, là. Là, tu le vends à quoi? À 30 cents dans la pièce? Tu n'es plus capable de payer tes banques? Ça finit plus, là. C'est hyper stressant, tu dors pas, là. Fait que de planifier à l'avance, puis cash flow, c'est ça. Bien, les liquidités, c'est comme dans n'importe quoi, là. Si vous regardez le groupe UA à Québec, ou peu importe, là, je connais pas toute l'histoire, eux, c'est immense. Puis aussi, il faut prendre des bouchées qu'on est capable d'avaler, là. Ouais, y aller par petites marches, là, tout le temps, là. Étape par étape. Faut pas, il y en a qui vont big, c'est correct. Je respecte ça. J'ai fait un gros move moi-même, puis j'ai été chanceux, là. Tu l'as pas regretté? Du tout. Mais si, on ne sait pas, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'après ça, on dit qu'il risque rien n'a rien. Mais, tu sais, il faut prendre des petites bouchées. Il ne faut pas capoter, là. Il ne faut pas s'acheter un pick-up flambant neuf la première année, là. Roule avec ton vieux truck, là. Moi, mon truck, il est tout bossé, là. Je pense que tu peux te permettre un nouveau truck Pas maintenant. tout. Je l'aime au bout, puis il est tellement bossé, personne ne le veut. OK. Fait que je me fais pas achaler à la Tu vas le maison. garder. Bon, ben c'est bon. Mais parlant de prendre un risque, tu as acheté un super de gros terrain. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu as fait pour trouver ce deal-là? Comment est-ce que tu fais, bon, disons, là, pour le futur, comment est-ce que tu prospectes des terrains? Et c'est quoi qui te fait dire que, ça, c'est un bon investissement, ça va être c'est un bon terrain? Est-ce que tu as une façon de procéder pour chercher un terrain, justement? Bien, moi, j'ai toujours agi de la même façon, puis c'est le réseautage. Tu sais, je connais pas mal de monde. Tu sais, je marche à la bonne vieille façon, téléphone, je vais sur le site, je regarde si le site il est beau, puis je regarde le prix. Après ça, je regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis si les chiffres marchent, si les chiffres fonctionnent, ben go! Mais si là, après ça, il faut que tu empruntes de l'argent pour faire ton acquisition parce que tu ne l'as pas, ça coûte de quoi, là, aller chercher de l'argent? Fait que ça, moi, je vais moins là-dedans, là. J'achète, comme je disais tout à l'heure, je prends les bouchées que je suis capable d'avaler. Fait que ça, je marche pas mal de même. La façon de prospecter, je vous dirais,
sais, on s'appelle, tu sais, Maria, tu m'appelles, tu dis, hey, Yves, il y a un beau terrain, je regarde. Non, pas intéressant. Je t'envoie un petit email. Puis ça fait boule de neige. Tu sais, puis moi, le terrain à Autobahn Park, c'est ma directrice de compte. OK. Parce qu'elle est en contact avec d'autres entrepreneurs, des gens qui, dans leur vie, sont ailleurs. Ils veulent prendre leur retraite, sont rendus à un certain âge. Puis ils ont acheté la terre il y a longtemps. S'ils la vendent, ils vont faire une bonne passe d'argent. Puis, tu sais, moi, je suis bien content parce que j'ai des clients. Je n'ai pas vraiment de recette à vous dire, c'est juste garder l'œil ouvert. OK. Avoir le bon réseau autour de nous aussi. OK. Un bon entourage, réseauté. C'est ça, les contacts. Les contacts. Puis je pourrais vous dire, il y a plein, il y a des courtiers, mais tu sais jamais, là. Des fois, si tu vas cogner chez ton voisin, là. Fait que tu te promènes pas en auto pour prospecter. Parce que je sais qu'il y a du monde qui font ça, fait que je me demandais c'était quoi ta façon à toi de chercher du terrain, mais c'est plus... de façon organique, en fait. Ouais. Ben, tu sais, tu parles... Un architecte. Un architecte est en contact avec plein de gens qui veulent développer. Moi, je suis un constructeur. Fait que là, tu fais un projet ou deux qu'un architecte, t'es connu. Là, Yves, j'ai 2 clients, ils veulent se faire bâtir. Je viens de pogner un projet comme ça, là. Coin Papineau-Bellechasse. Vous allez voir ça avec l'architecte Laurent Mécomber. Je ne sais pas si vous connaissez. On va faire la première phase, on fait 2 4-plex. C'est des triplex, mais 4-plex avec mezzanine. Après ça, il y en a 4 autres. Après ça, il y a un dernier 4 autres. Fait que c'est 10 4-plex qu'on va possiblement... On en a 2 de signés, 4 qui s'en viennent. Mais ça, c'est un contact à cause que j'avais travaillé pour cet architecte-là via un entrepreneur général il y a 4 ans. On avait fait une bonne job. C'est ça que j'allais dire. C'est aussi la réputation qui est bâtie au fil du temps qui fait que les gens vous réfèrent. Ils te réfèrent directement pour de nouveaux projets. Fait que l'importance de donner un bon service, là, toujours. C'est très important. Bien, c'est service, pas de surprise, rapidité, puis être propre. Ça a de l'air fou, un chantier à l'envers. Ah, tout à fait. Oui. C'est vraiment simple, là, mais ma façon de penser, là. Mais moi, j'ai... Comme ça. Ça nous dit que tu es une personne très, très bien entourée. Je suis bien entouré. Oui. Merci, mes partenaires. Petit remerciement. Ça m'en vient. Moi, j'avais une question que je trouvais très intéressante, surtout dans le contexte actuel, là, avec aujourd'hui les loyers marchands, on a vu que ça a quand même beaucoup augmenté. Puis je me demandais, dans une construction, est-ce qu'il y a des critères que tu vas regarder ou que tu vas ajouter qui vont permettre justement d'aller chercher une meilleure, un meilleur, en fait, loyer sur le marché? Des petits appartements. Des petts appartements? Ça te prend des petits appartements. Présentement, avec le coût pied carré, si tu veux une bonne rentabilité, je crois, je n'ai pas la science infuse, là, mais je pense que plus ton appart... sur Wiseman, c'était quoi, des 5,5 à 800 pieds carrés? Oui, à peu près. 5,5, 800 pieds carrés. On louait combien? Non, je me rappelle plus. Je pense que 1005, 1004, 1005. 1006, 1007. Oh non, c'est les 3,5 qui étaient 1000... Petits appartements. Oui. Tu sais, tu dilues ton coût, tu peux en faire plus. Tu sais? Oui. Puis, écoute, tu es capable de réduire un peu ton coût de loyer. C'est plate à dire, mais des planchers chauffants, des douches italiennes, c'est bien beau, là, mais... C'est pas ça qui nous amène de la valeur locative ajoutée. Bien, tu pourras pas, là, tu sais, dans le parc extension, nous autres, sur Wiseman, au coin de la rue, c'était quoi, Ogilvy puis Saint-Roch? Oui. Je veux dire... Les gens qui sont capables de se payer un appartement à 1 700$, ça courait pas les rues, là. Je pense que c'est le seul bel immeuble sur la rue Wiseman au complet. Tu sais, c'est le seul qui est neuf, mais on rentrait là-dedans. Oui, il y avait des douches italiennes, mais ça a été le seul luxe, là. Il n'y a pas de luxe là-dedans, là. Puis on y a été bien de base, mais la clé, moi, c'est de faire des petits apparts. Ça, on va être en mesure, d'après moi, de réduire au maximum... je te dirais, un taux de location au pied carré élevé que les gens ne pourront pas se payer. Je comprends. Parce que tu dilues tes coûts de construction. Au lieu de faire 8 apparts, t'en fais 10, mettons. Oui. C'est drôle. Je trouve que c'est les petits appartements qui partent le plus vite. Quand il y a une construction neuve, des grosses bâtisses de 200 unités, c'est les 3,5 qui sont loués le plus rapidement parce que c'est les moins chers, puis
c'est ce que les gens peuvent se permettre, disons. Il y a plus de gens qui peuvent se le permettre. Fait que c'est vrai que de faire des plus petits logements, c'est un bon conseil là, pour aller chercher de la valeur locative ajoutée. Tout à fait. Est-ce que vous ajoutez des services? Internet, est-ce que c'est directement ou ça? Il y en a qui le font. Moi, vous dire, je suis pas mal... j'ai pour bon dire que, tu sais, dans mon auto, mon vieux pick-up qu'on parlait, il n'y a aucun gadget. OK. Parce que, on va aller le voir, ton pick-up tantôt. Il est sale, il est magané. Mais non, moi, j'inclus rien. Il y en a qui le font, c'est la compétition, je suis d'accord avec tout ça, puis il n'y a pas de trouble. Mais je trouve que plus tu en mets, plus c'est de la gestion. Moi, là, sur Wiseman, il y avait des stationnements en arrière. On louait les stationnements, il y en avait 3, puis c'était une ruelle. Est-ce que c'est déneigé? Non. Organisez-vous. Okay. Même pas d'électro d'inclus? Rien d'inclus, Internet. Puis ça, c'est... Je me tire peut-être dans le champ, puis j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent, qui disent, lui, il n'a rien compris. Peut-être. Non, je crois pas, non. Parce mais que moi, là, tout se loue aujourd'hui, dans tous les cas. C'est ça. Moi, je me dis... Si j'ai de la misère à le louer, un jour, je vais inclure des services. Mais là, à quoi ça sert d'avoir des électros si je suis capable de louer le même prix? À quoi ça sert d'avoir Internet si je suis capable de louer le même prix? Chauffer, éclairer, blablabla, blablabla. Un chien, j'ai rien contre les chiens, pas d'un appart. Ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, c'est rien. Surtout dans le contexte actuel, de rajouter des services, c'est peut-être pas la chose qui va faire la différence pour aller chercher de la valeur locative. Lorsque les taux d'inoccupation seront à 8 peut-être. Là, d'une façon business, je trouve que c'est pas une bonne décision. Selon moi. J'ai pas la science infuse. Ben, je suis pas mal d'accord avec toi, je dirais, sur cet aspect-là. Maria, c'est rare qu'elle est d'accord avec moi. Très, très rare. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, je pense que c'est... Je pense que Lucie serait d'accord avec nous aussi. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas déménager justement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des loyers abordables. Fait que c'est vrai que d'ajouter des services, c'est peut-être pas la chose qui va faire la différence. Pas pour l'instant. Oui, pas pour l'instant. On va vraiment parler du contexte actuel. Ça me ramène à la prochaine question que j'avais pour toi. Comment est-ce que tu vois les années à venir, peut-être pas les années à venir, l'année à venir, les 12 prochains mois dans l'immobilier? Est-ce que tu penses que ça va, les taux vont rester stables, ça va baisser, ça va monter? Qu'est-ce que... C'est excellent. On n'a pas de boule de cristal, ça je le sais, mais selon Yves Trachy, qu'est-ce que tu penses que le futur immobilier nous réserve à court terme, long terme? Ben, moi, je pense que le futur immobilier est excellent pour l'instant. J'ai aucune inquiétude pour ce qui s'en vient. Il y a une demande qui est forte. Et ce qui est le plus important, c'est que les gens sont de plus en plus informés, les locataires autant que les propriétaires sont de plus en plus informés de leurs droits. C'est quoi l'immobilier? Et je trouve aussi que le politique commence à réaliser que c'est important de donner des permis rapidement. C'est important d'accompagner les entrepreneurs, les promoteurs dans leur construction. C'est surtout important d'arrêter de dire les grands méchants loups entrepreneurs qui sont là juste pour faire du profit, blablabla. Bien, c'est bien plate, mais si vous ne libérez pas des zones pour construire, si vous ne libérez pas des permis de construction plus rapides, bien, les entrepreneurs vont juste louer plus cher. Fait que là, je trouve que les gens commencent à comprendre ça. Fait qu'en termes de construction puis en termes de développement, si le politique, c'est pas l'administratif, là, dans les villes, là, c'est le politique en haut. C'est de là que ça vient. Tous les CCU de ce monde ont leur utilité, 100% d'accord avec ça. Par contre, quand on fait un PIA qui est trop large et qu'aucune décision peut être prise, parce que les balises du PIA, au lieu que ça soit un peu encadré, mettre ça trop large pour être capable de retarder un projet sans faire par exprès, là. Mais moi, je trouve que présentement, la beauté de tout ça, c'est que les gens sont conscients qu'une non-décision, c'est beaucoup plus dommageable présentement que, oui, un building qui... On le voulait peut-être pas comme ça en façade, là, dans Villeray, parc extension, mais garde, on va faire avec. Au moins, on va être capable de faire un 16 logements.
Puis au moins, il va y avoir 16 appartements de plus. Je pense que là, les gens comprennent que oui, c'est beau vouloir contrôler, mais en voulant tout contrôler tout le temps, ça ralentit le marché, puis ça met une pression énorme sur les prix. Ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on veut, il y a un manque de logement. Ben oui. C'est pour ça que je vous dis que non seulement il y a une pénurie, la pénurie est là, mais la pénurie, elle peut se régler avec une offre plus grande. Comme tout le monde dit, c'est pas sorcier, là. T'sais, tout en respectant les règles. Fait que, moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les PIA pour les rendre un petit peu mieux, d'écrire un petit peu mieux qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Est-ce que tu trouves que c'est plus flexible maintenant par rapport aux dernières années? Pas du tout. Là, présentement, je vous le dis, c'est pas du tout. Je suis pas satisfait du tout. Ni pour la rapidité. Ah, c'est terrible. OK. C'est terrible, Ça terrible, va pas terrible. plus vite pour le moment. Pour le moment. Mais tu penses que ça va débloquer. Ils n'auront pas le choix. OK. Ils n'auront pas le choix. C'est une suite logique des choses de les gens ont besoin d'un toit. Comment faire pour leur donner un toit? C'est d'en construire. C'est aussi simple que ça. Puis après ça, on veut faire un 4 étages. Parfait. On change un zonage pour un 6, 7, 8 pour densifier. Il y a de l'opposition terrible. Fait qu'il y a des choses aussi que les élus, ils vont devoir prendre un certain leadership pour dire à la population que, écoutez, là, la majorité silencieuse a besoin de logement. Puis on comprend qu'il faut respecter tout le monde, mais il y a des façons de faire en architecture. On se fait un crescendo de hauteur pour ne pas biaiser les voisins, puis les droits acquis des voisins. Il y a une façon de travailler ensemble. Puis de plus en plus, je vous le dis, le dialogue est ouvert. Je pense beaucoup que nos élus vont se rendre compte qu'on n'a pas le choix. Il faut que tout le monde embarque dans le train pour s'en aller à la même place. Puis c'est pour ça que je dis que c'est positif et que c'est bien. C'est que le marché est là, les taux vont descendre un petit peu, je suis convaincu. Puis je pense que tout le monde va être en mesure de travailler ensemble pour régler le problème. OK. Au moins, c'est une perspective positive. Il faut toujours être positif. Oui, je suis d'accord. Très d'accord. J'aime beaucoup cette perspective. Donc, pour conclure, Lucie. Oui, bien, justement, avant de conclure, j'ai une dernière petite question et c'est pour les gens qui nous écoutent, en fait. Est-ce que tu aurais rapidement comme ça un conseil ou une qualité ou peu importe quelque chose à partager à un nouvel investisseur, quelqu'un qui veut se lancer en construction? Un conseil à donner, quelque chose qu'il faudrait savoir? Bien, patience, beaucoup de patience, OK? Une saine gestion comptable, très, très important. La comptabilité, ça représente qui tu es. Si c'est tout croche, ça va dans tous les sens. Ta business est tout croche, puis elle va dans tous les sens. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je vous dirais, prendre des petites bouchées. Allez-y pas big shot, coup de circuit. Des coups de circuit, là, il n'y en a jamais, là. Allez-y, petit coup sûr, toc. Un pas à la fois. Moi, c'est de même que je vois ça. C'est de même que j'ai fait, moi. Puis ça a bien fonctionné. Ben, je suis avec vous autres. Ben oui. Bien, venant de quelqu'un qui a bâti plus de 1000 portes, on va prendre ce conseil-là. Ah. Donc, ça conclut notre petite entrevue excusez. Et oui. Bien s'entourer. Oui. Un bon entourage. Oui, des bons contacts de confiance. Un bon réseau. Oui. Parce que là, mes associés, si je dis pas là, si je dis pas ça, ils seront pas contents, là. Si tu veux, on peut leur faire un petit mot de remerciement. Je leur ai dit que je travaillais après-midi, tu sais. Oh là là! On ne mettra pas la date ou l'heure de l'entrevue aujourd'hui. Donc, merci infiniment, Yves, pour ces bons conseils. Je pense que tout le monde va pouvoir bénéficier de ces conseils-là. C'est pas mes conseils, c'est mon expérience. J'ai aucun conseil à donner à personne, là. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça fait un grand plaisir. Donc, merci Lucie. Oui, merci beaucoup. Puis peut-être à une prochaine entrevue. Je l'espère.
Au plaisir. Vous viendrez nous voir à Autoburn. Là. On va commencer à poser du tuyau là, dans 2-3 semaines. Oui, bien justement, on passera voir le chantier de construction pour voir de quoi ça a l'air. On a très hâte de voir ça. Good. On prendra des photos puis on partagera ça sur les réseaux. Vu que tu n'en as pas, je crois, c'est ça? Ben pas moi. Non, c'est ça. Ça sera notre prochain podcast. On va être sur le chantier avec Yves Trachy, donc attendez notre prochain podcast. On va se partir une série avec Yves Trachy. OK, non, ben là, ça se peut que c'est beau, là. Bon, merci à tout le monde et à bientôt. Merci, bye-bye.